Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, Alex Kreiner, est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Salut Nima, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et j'adresse mes salutations chaleureuses à toutes celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Alex, permettez-moi de commencer par l'une des dernières nouvelles à ce sujet. Nous savons que les États-Unis essaient de tout faire pour défendre Israël. Mais l'un des derniers rapports en provenance de Corée du Sud indique que le 7e système THAAD a été retiré de Corée du Sud et envoyé en Israël. Nous avons des images montrant ces systèmes de défense aérienne. Et ce qui se passe est tout simplement incroyable. Tout ce discours sur la défense de la Corée du Sud, la Corée du Nord va attaquer, il faut être prudent. Et pourtant, il retire ces systèmes de défense aérienne et laisse la Corée du Sud exposée. Si l'on suppose que la rhétorique américaine est correcte et qu'elle est réellement menacée par la Corée du Nord. Mais en ce qui concerne le conflit, je pense que cela a beaucoup à voir avec ce qui se passe sur le champ de bataille et avec la situation actuelle. Comment voyez-vous la guerre jusqu'à présent, telle qu'elle s'est déroulée et semble s'intensifier? Eh bien, cela montre simplement que l'Iran était bien préparé à cela. Et je suis tout simplement stupéfait que Trump ait tout de même décidé d'aller de l'avant. Vous savez, il avait été averti par son chef des opérations, l'amiral Fred Katcher, de ne pas le faire. Eh bien, il l'a renvoyé. Et il avait été averti par les agences de renseignement qui lui disaient « Nous ne pouvons pas soutenir une guerre contre l'Iran. Il est extrêmement improbable que nous puissions vaincre l'Iran ou renverser son gouvernement. » Donc, tout ce qui se passe ne devrait surprendre personne. Et vous savez, je sais que Trump et ses conseillers vont sortir en disant « Oh, vous savez, le fait que nous apportions le système THAAD de Corée du Sud pour défendre Israël prouve simplement à quel point la guerre se déroule incroyablement bien. » C'est la meilleure opération militaire de toute l'histoire de l'univers. Personne n'a jamais rien vu de tel auparavant. Bla 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 bla. Nous gagnons. Mais à ce stade, il faut vraiment avoir un QI inférieur à 20 pour croire à tout ça. Cela ne peut tout simplement pas être vrai. Tous les signes indiquaient une défaite. Et puis, vous savez, la même machine militaire n'a pas réussi à vaincre les talibans en Afghanistan après 20 ans d'efforts, ni à soumettre Ansar Allah au Yémen après 10 ans de tentatives. Et l'Iran est bien plus puissant que ces deux acteurs, et s'est préparé de manière très sérieuse à tout cela. Je veux dire, attaquer l'Iran était d'une stupidité stratosphérique, à tel point que franchement, Nima, parfois je me dis dans ma tête que je n'arrive toujours pas à croire qu'il l'ait fait. Je ne peux toujours pas croire qu'ils aient déclenché cette guerre. Je pense que Trump l'a commencé en s'attendant à pouvoir la terminer très vite, juste quelques jours de bombardement pour intimider les Iraniens, les amener à la table des négociations en suppliant, disant « S'il vous plaît, arrêtez, nous ferons tout ce que vous nous demanderez. » Et ensuite, il aurait pu déclarer la victoire et montrer au monde à quel point il réussit tout ce qu'il entreprend. Mais je pense qu'ici, il a commis une erreur de calcul catastrophique. Je pense qu'il s'est trompé, Nima, mais c'était tellement difficile de faire une telle erreur, car il aurait dû le savoir. Il avait des gens autour de lui qui lui conseillaient de ne pas le faire. Il avait des services de renseignement qui lui disaient de ne pas le faire. Je ne peux même pas comprendre. Je ne peux même pas commencer à comprendre. En plus de cela, tu sais, Nima, si tu fais quelque chose en te disant « je vais tenter le coup, peut-être que j'aurai de la chance », d'accord? Mais si tu te dis « bon, si je gagne, j'obtiens ça »,
Si je perds, ça pourrait être la fin de tout, ça pourrait anéantir tout ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. À ce moment-là, tu te dis que c'est un pari stupide. At that point, you said, that's a stupid gamble. That's too much of a dumb gamble. I shouldn't do it. C'est un pari beaucoup trop stupide. Je ne devrais pas le faire. Et puis, personne ne l'a fait avant. Tu sais, ça fait plus de 20 ans que les puissances occidentales veulent renverser le gouvernement iranien. Et tu sais, on a aussi cette vidéo du général Wesley Clark où il disait « 7 pays en 5 ans ». C'était en 2007, ce qui signifie que l'Iran devait être le dernier. Donc le changement de régime en Iran était prévu pour 2012. Mais personne ne l'a fait. Clinton ne l'a pas fait. George Bush ne l'a pas fait. Obama ne l'a pas fait. Biden ne l'a pas fait. Même Trump, lors de son premier mandat, a refusé de le faire. Pourquoi il a décidé de le faire maintenant, ça me dépasse complètement. Je ne comprends pas. Comment voyez-vous la combinaison des forces à Washington? Parce que cette décision ne concerne pas seulement, vous savez, ce n'est pas seulement à propos de Donald Trump. Il s'agit de la combinaison des vecteurs, des personnes influentes à Washington et de ceux qui dirigent réellement les choses là-bas. Après tout, Donald Trump a dit aux États arabes du Golfe Persique que cette guerre serait terminée en 4 jours. Cela montre à quel point. C'était un énorme pari de sa part. Il pensait réussir un changement de régime, que les fondations du soi-disant régime iranien étaient déjà détruites à cause des manifestations qu'ils avaient provoquées. Puis ils ont transformé ces manifestations en émeutes. Ils ont montré toutes les preuves, essayant de convaincre l'opinion publique mondiale que quelque chose d'important était sur le point de se produire en Iran. Ensuite, ils ont lancé l'attaque. Et je trouve qu'il est très très difficile de juger ce qui se passe aux États-Unis, parce que d'un côté, on a ce discours arrogant et provocateur de l'administration Trump. Pour des raisons politiques, ils essaient de se présenter comme compétents, maîtres de la situation, victorieux. Tout va pour le mieux, n'est-ce pas? En même temps, lorsque je parle avec des Américains proches des cercles gouvernementaux, mais sans en faire réellement partie, il y a une sorte de révolte. Ils se sentent trahis, vraiment trahis. Ils ont le sentiment que l'administration est hors de contrôle, qu'elle ne fait pas ce que le peuple américain voulait ou pourquoi il a voté. En réalité, elle fait exactement le contraire de ce pourquoi ils ont voté. Il y a donc beaucoup de gens qui se sentent frustrés et trahis. Et puis, il y a beaucoup de gens qui croient tout simplement que d'accord, Trump est un échec. Mais vous savez, il existe un mouvement plus large, sous la surface, qui veut vraiment les choses que Trump avait promises. Il y a encore un mouvement très vaste et puissant qui veut libérer les États-Unis des chaînes du mondialisme. Ils veulent rétablir l'indépendance américaine et ils veulent effectivement ramener les États-Unis vers le système américain. Réindustrialiser le pays, réparer les infrastructures, investir dans les industries, la recherche, l'innovation et toutes ces choses que jusqu'au 28 février, nous pensions que Trump avait promis de faire et allait faire. Et puis, vous savez, il n'y a pas si longtemps, Trump et sa délégation étaient à la conférence sur la sécurité de Munich et au forum de Davos en Suisse, en janvier, disant exactement ces choses-là. Et il semblait que, vous savez, Trump et son gouvernement faisaient ce qu'ils avaient promis au peuple américain. Et puis, inexplicablement, à propos de l'Iran, ou d'Israël, ou de je ne sais même pas exactement quoi, il a tout misé et tout perdu. Et maintenant, je pense que sa crédibilité est en train de se désintégrer. Je comprends qu'il y ait des gens qui interprètent cela comme une manœuvre très habile pour attaquer la City de Londres et les chasser du Moyen-Orient. Vous voyez.
Mais je pense qu'à ce stade, ça n'a même plus d'importance, car très peu de gens sont désormais enclins à accorder leur confiance à Trump et à son gouvernement. Donc même si vous avez une stratégie vraiment astucieuse, cela ne change rien. Vous allez perdre le soutien populaire. Et sans soutien populaire, tout s'effondre. Ils se sentent littéralement trahis. Si tu écoutes Tucker Carlson, même Megyn Kelly, elle a déclaré que Donald Trump les trahissait. Ces politiques ne sont pas celles pour lesquelles nous avons voté. Ce sont des enjeux majeurs, tu sais, et des figures importantes au sein du Parti républicain qui influencent l'opinion publique. Et ils reflètent cette opinion au sein du parti. Ils ne la façonnent pas, ils reflètent ce qu'ils observent. Et je pense qu'un des points principaux qu'ils soulèvent, c'est que peu importe si tu votes républicain ou démocrate, tu obtiens toujours John McCain. Mais je pense qu'on peut dire que peu importe si tu votes démocrate ou républicain, tu obtiens toujours Lindsey Graham aux commandes. C'est le type qui, quand Biden était au pouvoir, était l'un des sénateurs les plus proches de Joe Biden. Et maintenant, il est l'un des plus proches de Donald Trump. Trump est apparu et, tu sais, en voyant Marjorie Taylor Greene, il l'a appelée Brown. Green. No, he called him Brown. Oh, Then he called her brown. Yeah. Oh, il l'a appelée brune. Oui, il a appelé Marjorie Taylor Greene brune. Parce que vous savez, le vert devient brun quand on est très en colère. Ce ne sont pas de petites choses à ignorer pour les gens qui ont voté pour Donald Trump. Ils ne veulent pas de guerre. Ces personnes ont été très claires sur leur objectif principal. Elles veulent que les États-Unis produisent des choses, pas qu'ils les importent. Ils voulaient que le pays soit en meilleure forme, sans ces guerres sans fin. Et maintenant, ces gens commencent à s'exprimer à ce sujet, peu importe pourquoi, car c'est une guerre dans laquelle Donald Trump s'est engagé. Et d'après ce que nous avons appris jusqu'à présent, des responsables iraniens affirment qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Alors, de quoi s'agit-il? Et beaucoup de personnes en Iran et au sein de l'État islamique comprennent ce qui se passe avec cette guerre. Oui, je suis d'accord, Nima. C'est une catastrophe qui ne fait que commencer. Et, tu sais, le peuple américain a probablement raison de se sentir trahi, car évidemment, il n'a pas voté pour ça. Peu importe, si tu penses qu'il y a une stratégie très intelligente derrière tout ça, et je ne l'exclurai pas, j'aimerais en savoir plus, mais il y a très peu de preuves qu'il y ait quoi que ce soit d'intelligent là-dedans. On dirait vraiment que c'était juste un pari, et un pari stupide. Mais si tu es l'Iran, tu n'as aucun intérêt à mettre fin à tout ça rapidement, parce que l'Iran a été intimidé et harcelé par les puissances coloniales occidentales depuis près de 120 ans. By Western colonial powers for more than for nearly 120 years. And the British already deployed. Et les Britanniques avaient déjà déployé des troupes en Iran pendant la Première Guerre mondiale. Ils avaient déclenché la guerre en Europe, et tandis que les Français, les Russes et les Allemands se massacraient par centaines de milliers, les Britanniques envoyaient des troupes au Moyen-Orient. Environ 60 à 70 000 hommes. Beaucoup en Iran à cause du pétrole. Ils voulaient contrôler le pétrole. Ensuite, ils ont créé l'Anglo-American Oil Company, qui existe toujours aujourd'hui sous le nom de BP. Ils contrôlaient la majeure partie de la production pétrolière iranienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont réussi, de manière assez incroyable d'ailleurs, à convaincre Staline d'occuper le nord de l'Iran pendant qu'eux occupaient le sud. Puis ils ont procédé à un changement de régime, renversant Reza Shah Pahlavi au profit de son fils Mohammad Reza Pahlavi, qui devait être leur marionnette. Oui, c'était Reza Pahlavi. It was Reza Pahlavi. Yeah. Reza Shah, Reza Shah, son père. Mohammad Reza était le fils qui l'a remplacé. Ah oui, Mohammad Reza était le fils. Ils se sont opposés au père et ont mis son fils à sa place, oui. Mohammad Reza était le fils.
Et puis, vous savez, personne ne parlait des droits des femmes, ni des burqas, ni des foulards. Il était évidemment question de pétrole, comme aujourd'hui. Et vous savez, à cette époque, vers la fin des années 1940, la Standard Oil Company des États-Unis était au Venezuela, et elle avait un partage 50-50 avec le gouvernement vénézuélien. Un partage 50-50 sur, je ne suis pas sûr si c'était sur les bénéfices ou sur les revenus, mais dans un cas comme dans l'autre, c'était presque équitable. Au même moment, les Iraniens ont calculé qu'ils ne recevaient qu'environ 8% des bénéfices de l'Anglo-Iranian Oil Company. 8%. Alors ils ont dit, eh bien, au nom de la justice et de l'équité, nous pensons que cela devrait être 50-50. Et aussitôt, vous savez, la BBC a lancé une campagne de diabolisation du gouvernement iranien, et la marine britannique a envoyé ses navires à Abadan. Je crois non. Their navy ships to Abadan, I think, no, where they Abadan. Abadan. It was Oui, Abadan. C'était la Anglo-Iranian Oil Company qui exploitait à l'époque la plus grande raffinerie du monde. Donc tu vois, les Britanniques ont veillé à la contrôler par la force. Puis en 1951, Mohammad Mossadegh est devenu Premier ministre, élu démocratiquement. Il a dit « Nous nationalisons. Si vous voulez un partage équitable, alors nous allons la reprendre et la gérer nous-mêmes. » Et ensuite, 2 ans plus tard, les Américains, la CIA, les frères Dulles et les Britanniques, le MI6, ont renversé le gouvernement, ont établi le Shah et est resté au pouvoir jusqu'en 1979. Et maintenant que tu sais, ce gouvernement est devenu indépendant et centré sur le peuple iranien et la nation iranienne. Voilà qui veulent ramener le Shah, encore une fois, le même Shah, Reza. Franchement, on ne pourrait pas inventer ça, Nima. Si tu écrivais un film avec un tel scénario, personne n'y croirait. On te dirait, c'est trop idiot. Personne ne ferait ça. Mais on continue à le faire. Et donc, la raison pour laquelle je dis tout ça, Nima, c'est parce que cela dure depuis depuis plus d'1 siècle. Et ce siècle a connu la guerre, des changements de régime, des coups d'État, la famine au début des années 1940. Des dizaines de milliers d'Iraniens sont morts de faim parce que les troupes soviétiques et britanniques ont réquisitionné la majeure partie de la production agricole de l'Iran pour leurs armées. Alors, le peuple iranien n'avait rien à manger. Et cela n'a jamais cessé. Jamais cessé. Vous savez, les justifications ont changé. Le Shah est décadent, donc nous allons faire une révolution. Maintenant, les mollahs sont mauvais, ils oppriment les femmes, donc nous allons ramener le Shah et la démocratie, blabla. Mais c'est toujours une question de pétrole. C'est toujours une question de contrôle de la région, de contrôle des voies navigables, de contrôle des ressources. Et les Iraniens en ont assez, car cela a étouffé leur développement économique. Cela les a maintenus sous siège presque sans interruption. Et quand on est assiégé, on ne peut pas se développer correctement, car une nation sous siège devra inévitablement être beaucoup plus répressive qu'elle ne le serait autrement. Parce que si ton pays est infesté d'agents du Mossad, du MI6 et de la CIA qui cherchent à saper ton système et à le détruire, alors tu dois être oppressif. Tu dois être extrêmement concentré sur la défense contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Tu te retrouves donc avec un régime plus oppressif qu'il ne le serait autrement. Évidemment, les Iraniens en ont assez de cela. Et maintenant, ils veulent une victoire totale. Ils veulent éliminer les causes profondes de tout cela, ce qui signifie probablement qu'ils voudront détruire tous les mandataires occidentaux dans la région. Et cela inclut Israël, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, ainsi que l'expulsion de toutes les bases militaires occidentales de la région, britanniques, américaines et autres. Et cela ne peut pas se faire en quelques jours, ni en quelques semaines. Je suis donc convaincu que les Iraniens se sont préparés à une longue guerre d'usure
et qu'ils mèneront une longue guerre d'usure. Ils n'accepteront aucun cessez-le-feu qui permettrait aux puissances coloniales occidentales de se reconstruire, de se regrouper et de maintenir le statu quo. Puis, peut-être, dans quelques années, recommencer à harceler l'Iran, en le menaçant de guerre, de changement de régime, de coups d'État, de blocus, d'embargo, et ainsi de suite. Ainsi, pour quiconque prêtait attention, il fallait s'attendre à cette réaction de la part de l'Iran. Si l'on lit un peu d'histoire, si l'on est attentif, l'Iran est tout à fait dans son droit d'adopter ce point de vue et cette attitude. Penser que cela se ferait en 2 ou 3 jours, ou même en quelques semaines, restera probablement dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs jamais commises par qui que ce soit. Alex, veux-tu dire que c'est la guerre du siècle pour la survie de l'Iran? Je pense qu'il s'agit d'une guerre existentielle pour l'Iran, une guerre pour l'émancipation de l'Iran. Parce que vous savez, l'Iran n'a pas commencé cela. Pendant de très nombreuses années, ils ont essayé de trouver une solution négociée et diplomatique à leurs différends avec les puissances occidentales. Et ils sont restés à la table des négociations jusqu'à la toute fin. Mais maintenant que l'Occident a choisi la guerre et porté le premier coup, l'Iran a le droit de sortir toute sa liste de souhaits de ce qu'il veut. Et oui, cela change l'avenir à long terme. Cela pourrait être le début d'un âge d'or pour l'Asie occidentale. Évidemment, cela va être douloureux à court terme. Mais attendez, n'ont-ils pas dit douleur à court terme pour gain à long terme? Oui, sauf que cela ne fonctionne que pour l'Iran. Cela ne fonctionne pas pour les États-Unis. Alex, l'Iran a commencé par des attaques contre les États arabes du Golfe Persique. Ils visent principalement les bases américaines qui s'y trouvent. Cela a débuté par des frappes sur les radars et d'autres équipements sophistiqués dans ces pays, et maintenant ils atteignent Israël. L'un des radars les plus importants d'Israël a été détruit il y a environ 24 heures, et c'était l'épine dorsale de tout le système de défense israélien. Je pense qu'à ce jour, ce que nous avons vu avec l'attaque, l'assassinat, les premières heures d'attaque et la tentative d'assassinat contre le guide suprême de l'Iran était censé provoquer l'effondrement du soi-disant régime iranien. Et puis il y a eu ces attaques si tragiques pour l'ensemble de la population iranienne, comme celle contre les écolières âgées de 7 à 12 ans. Elles ont été assassinées, réduites en cendres par les attaques. Mais on ne voit pas l'Iran s'en prendre à des civils. On voit que l'Iran ne change pas de stratégie. Il garde les yeux fixés sur les cibles stratégiques à frapper. Comment avez-vous perçu l'ensemble de l'interaction entre l'Occident et l'Iran, compte tenu de ces escalades, des escalades morales, des attaques contre des enfants et de la réponse iranienne? D'accord, c'est une question très intéressante, Iman. Je soupçonne depuis longtemps qu'il existe certaines personnes au sein des structures de pouvoir occidentales, et je pense qu'à présent elles ont même un nom, on les appelle la classe Epstein, qui aiment en réalité infliger de lourdes pertes à leurs ennemis, mais qui semblent aussi prêtes à sacrifier beaucoup de leurs propres troupes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a là quelque chose de très sombre, et je me demande si cela n'a pas une dimension spirituelle. Parce que, tu sais, quand on lit l'histoire et qu'on apprend ce qui s'est passé lors du bombardement incendiaire de Dresde, et ce n'était pas seulement Dresde, c'était pratiquement toutes les villes allemandes, puis celui du Japon. La plupart des gens savent que des bombes nucléaires ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Ils ignorent qu'environ 80 villes japonaises ont été bombardées, non pas avec des bombes nucléaires, mais avec des bombes incendiaires.
C'était la campagne de bombardement incendiaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été menée de manière à maximiser les pertes civiles, car les bombes incendiaires étaient larguées en même temps que des bombes qui détruisaient les routes, créant de grands cratères, empêchant les équipes de pompiers de se déplacer dans les villes pour éteindre les incendies. Cela a été fait de manière très délibérée. Et ensuite, il y a eu le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Corée du Nord et plus récemment Fallujah en Irak, et ainsi de suite. Fallujah, Iraq, and so forth. And it seems that always there's this. Et il semble qu'il y ait toujours cette violence inutile qui finit par tuer beaucoup de gens, alors que la nécessité stratégique de le faire n'est pas du tout claire. De nombreux généraux américains savaient que le bombardement incendiaire de l'Allemagne n'était pas nécessaire, que celui du Japon et les 2 bombes atomiques ne l'étaient pas non plus. Cela faisait débat. Ce n'était pas comme si tout le monde disait « oui, il faut le faire ». Il n'y a aucun doute, alors allons-y. Certaines personnes ont délibérément poussé dans ce sens. Je ne comprends pas exactement pourquoi. Mais il semble qu'il y ait une certaine part d'ombre qui accompagne les engagements militaires occidentaux à travers le monde. Et puis si l'on remonte un peu plus loin, à l'époque de l'Empire britannique, on sait que pendant la période de 120 ans de domination britannique directe, entre 1757 et 1880, midi right ethrilegio benesim domini scember personal exenich dinect. 120-year period of direct British rule between 1757 and 1880, about, I think, that India was under direct British rule. India experienced 31 famines. L'Inde a connu 31 famines. Et vous savez, évidemment, si vous lisez l'histoire de la période coloniale en Inde écrite par un gentleman britannique, tout cela est décrit comme très malheureux. Les Indiens n'auraient pas maîtrisé l'agriculture, donc il y aurait eu toutes ces catastrophes naturelles et ces mauvaises récoltes, et tant pis. Mais si l'on considère cette période de 31 famines en 120 ans, soit une famine tous les 4 ans, et qu'on la compare à la période après l'indépendance en 1947, l'Inde n'a pas connu une seule famine. Cela fait plus de 80 ans. Donc à ce rythme, elle aurait dû en avoir environ 20, mais elle n'en a eu aucune. Et puis, vous savez, l'Inde est une ancienne civilisation, donc elle possède des archives. Ils savent qu'ils ont subi 16 famines au cours des 2000 ans précédant la domination britannique, soit moins d'une par siècle. Vous savez, on dit que corrélation n'est pas causalité, mais quelqu'un devra m'expliquer pourquoi l'Inde connaissait moins d'une famine par siècle lorsqu'elle était indépendante, puis une famine tous les 4 ans sous la domination britannique. J'aimerais comprendre cela. Et puis, vous savez, l'Iran a connu une famine alors qu'une partie de son territoire était occupée par les Britanniques. De nombreux pays africains ont également connu des famines. Nous avons des hommes d'État britanniques, comme Benjamin Disraeli, qui disaient « Eh bien, vous savez, nous allons utiliser la famine pour assommer ces peuples primitifs jusqu'à leur soumission, et ainsi de suite. » Et je pense que cet état d'esprit, qui semble démoniaque, continue de se propager à travers le système occidental, à travers un système de gouvernance. Les personnes qui s'approchent des sièges du pouvoir, je pense, ont cette inclination. Nous l'avons vu maintenant avec Epstein, ce qu'ils ont fait. De toute évidence, ils n'ont aucun scrupule à faire quoi que ce soit. Ils perçoivent les êtres humains comme des vermines, comme des animaux piratables ou autres. Donc je pense que c'est là la différence. Je pense que ceux qui versent des larmes sur la civilisation occidentale ne regardent pas les choses avec assez d'esprit critique. Nous devons réformer la civilisation occidentale. Et tout ce sujet est presque difficile à croire, car quand on étudie l'histoire, on ne vous dit rien de tout cela. C'est toujours l'Occident et le jardin, et le reste du monde est la jungle.
Alors, nous allons aider les gens, leur apporter notre soutien, leur apprendre à faire ceci ou cela. Et c'est pour cela que nos troupes sont là, que nos conseillers sont là, que nos diplomates agissent. Mais ces gens sont simplement trop primitifs pour comprendre. Bref, Nima, à ce stade, j'ai même oublié à quelle question je répondais. La question portait sur la manière dont l'Occident attaque les civils, par exemple, et sur la façon dont l'Iran réagit. Ouais, Il me semble que c'est la même chose, car ils essayent de manipuler le conflit en Ukraine de la même manière, avec cet assassinat, par exemple. Ils cherchent à infliger des souffrances aux civils. C'est leur objectif principal. Et ensuite, on voit des États comme la Russie et l'Iran. Ils se concentrent surtout sur des cibles stratégiques. Ils savent pourquoi ils se battent et quel est l'objectif principal, ce qu'ils veulent atteindre une fois ce combat terminé. oui, c'est ça. Et tu sais, je pense que c'est notre normalité. C'est comme ça que les choses sont, tu vois. Et même Trump, je pense qu'il a complètement détruit sa crédibilité sur ce sujet. Parce que depuis le début de sa présidence, il essaye de négocier la paix en Ukraine, répétant toujours « Il faut que les tueries cessent. Il faut que les tueries cessent. » Tu vois, toutes ces belles personnes qui se font tuer. Et c'est pas juste. Et nous devons instaurer la paix pour que les tueries s'arrêtent. Et maintenant, il a complètement changé de position et parle de faire exploser l'Iran pour qu'il ne puisse jamais être reconstruit. Ce qui tu vois, de quoi parles-tu? Tu parles d'armes nucléaires, ce qui veut dire que tu es prêt à tuer beaucoup de civils. Et maintenant, soudainement, cela n'a plus d'importance. Et puis, vous savez, détruire une usine de dessalement en Iran, cela n'a pas d'importance parce que ces gens sont mauvais. Et ensuite, les écolières. Eh bien, oui, peu importe, on ne sait pas. Vous voyez, soudainement, la vie humaine n'est plus aussi précieuse et sacrée qu'elle l'était jusqu'au 28 février. Donc, soit vous mentiez avant, soit vous mentez maintenant. Mais votre crédibilité est perdue. Parce que, bon sang, regardez à quel point des pays comme la Chine, la Russie et l'Iran mènent leur politique étrangère avec précaution. Ils comprennent qu'il faut agir avec délicatesse, qu'il faut atteindre ses objectifs politiques de manière honorable, d'une manière juste, d'une manière qui ne vous fera pas juger sévèrement par l'histoire. Il faut préserver sa crédibilité. Vous devez préserver vos alliances. Vous devez entretenir des amitiés avec d'autres nations afin que, lorsque vous appelez Narendra Modi ou n'importe quel autre dirigeant, il décroche le téléphone et vous parle de bonne foi. Et il me semble que l'administration Trump est complètement insensible à tout cela. Ils disent et font n'importe quoi, puis le lendemain, ils changent complètement de version, comme si tout le monde était fou et stupide et ne se souvenait plus de ce qui avait été dit la veille. Et le prix à payer, c'est votre crédibilité. Une fois que vous avez détruit votre crédibilité, vous ne pouvez plus parler à personne. Personne ne vous prendra au sérieux. Personne ne se fiera à vos engagements et vous vous isolez complètement. Alex, tu sais, il me semble que Donald Trump lui-même est à court d'options. Parce que s'ils s'en prennent aux usines de dessalement, ils vont perdre. L'Iran obtient environ 2% ou moins de 2% de son eau douce grâce au dessalement. Regarde ce qu'Israël obtient du dessalement. Regarde tous ces États arabes. Ils en tirent entre 80% et 90%. Israël, 75%. Et qu'ont-ils d'autres? Le pétrole? Qui va perdre dans cette bataille autour du pétrole? Il n'y a pas d'issue pour Donald Trump avec ce pari qu'il a lancé. Et sur le plan militaire, avec le temps, je pense que l'Iran est totalement prêt pour au moins 8 à 9 ans de combat contre les États-Unis et Israël. 8 à 9 ans. Parce qu'ils gardent encore la mémoire de la guerre Iran-Irak. This memory of the Iran-Iraq war, they know that
any sort of war. Ils savent que toute guerre qui éclate dans la région y restera jusqu'à ce qu'ils deviennent l'agresseur. Ces gens-là, l'agresseur, seraient totalement vaincus. Ensuite, ils vont, vous savez, quitter la région. C'est pourquoi ils se préparent à ce moment, à cette guerre, depuis si longtemps. Et Donald Trump n'est pas prêt pour cela. Israël n'est pas prêt pour cela. Vous savez, regardez la manière dont ils installent tous ces systèmes de défense aérienne. J'ai parlé avec le professeur Ted Postol. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a dit que peu importe combien de systèmes de défense aérienne vous amenez dans la région, les radars ne sont pas là, donc vous ne pourrez pas fonctionner correctement contre ces missiles. C'est consternant, Nima. Tu sais, déjà en 1988, le CSIS, le Center for Strategic and International Studies, ou quelque chose comme ça, j'oublie exactement ce que signifie l'acronyme, avait publié une étude affirmant que nous n'avions pas vraiment la force nécessaire pour maintenir notre hégémonie dans cette région. Ils savaient qu'ils dépendaient de la projection de puissance. Il y avait un responsable américain, Arthur Schlesinger. J'oublie sa fonction exacte, mais il avait dit que nous devions préserver l'aura de la puissance américaine. Il a littéralement utilisé ces mots, et c'était il y a presque 40 ans. Il parlait déjà de maintenir l'aura de la puissance américaine. Mais tu sais, on ne peut maintenir cette aura que jusqu'à ce qu'on prenne un coup en pleine figure. Et puis, une fois que tu as encaissé ce coup en plein visage et que tu es tombé au sol, sonné et sans savoir quoi faire ensuite, tu as complètement détruit ta capacité à projeter de la puissance. Parce que non seulement les Iraniens, le Hezbollah, Ansar Allah et le Hamas voient cela, mais tes alliés, tes soi-disant alliés, qui sont en réalité des proxys dans la région, le voient aussi. Et ils comprennent, tu sais, que nous sommes ici en première ligne, parce que nous pensions que nos arrières étaient protégés par la plus grande puissance militaire que le monde ait jamais connue, n'est-ce pas? Et maintenant, il s'avère que c'est un tigre de papier. Donc, toute l'architecture de sécurité de la région va devoir être complètement repensée. Et vous savez, en ce qui concerne Israël, je pense qu'ils sont finis. Je pense qu'ils sont finis. Le fait qu'ils restreignent aussi sévèrement ce que les journalistes peuvent rapporter depuis Israël montre qu'ils subissent des coups terribles. On est autorisé à faire des reportages depuis Israël, mais apparemment seulement depuis les zones civiles, pour qu'ils puissent dire « Oh, regardez, les zones civiles, regardez ce que les Iraniens nous font ». Mais nous savons aussi qu'ils ont des atouts stratégiques souterrains, cachés sous des hôpitaux, des universités et des immeubles d'habitation privés. Donc je pense qu'Israël s'est suicidé et que nous assistons maintenant à l'agonie du pays. Et vous savez, cela aussi avait été prédit. Henry Kissinger lui-même avait prédit la fin d'Israël il y a environ 14 ans. Et maintenant, cela se produit. Je pense que nous devons comprendre pourquoi Donald Trump est à court d'options. Car Lindsey Graham ne fait que pleurer, supplier et menacer l'Arabie saoudite de rejoindre le combat. Je ne sais pas vraiment ce que l'Arabie saoudite peut apporter sur le champ de bataille. Ils veulent que n'importe qui rejoigne leur combat. S'ils gagnaient aussi facilement, ils n'auraient pas besoin de tordre le bras à Al-Qaïda, aux Kurdes, à l'Arabie saoudite et à tous ces petits chihuahuas sans puissance militaire dans la région pour aller se battre, car c'était un pari de 2 ou 3 jours qui a échoué. Et puis ils se sont rendus compte, oh mince, maintenant il nous faut des troupes au sol, sinon c'est fini pour nous. Mais ils n'ont pas de troupes au sol. Ils ne les ont pas préparées. Ils n'avaient pas prévu cela. Et maintenant c'est comme, allez les Saoudiens, partez faire la guerre. Come on, Saudis, go fight the war, show how tough you are.
montre à quel point tu es dur. Ils aimeraient impliquer les Turcs. Ils aimeraient impliquer les Kurdes. Ils aimeraient impliquer l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est très très faible. Tu sais, ils ont peut-être une armée, ils ont peut-être beaucoup d'argent, mais ils dépendent énormément de l'Iran et de la Russie pour leur économie. Donc s'ils entrent en guerre contre l'Iran, le pays s'effondre. C'est incroyable qu'ils aient même fait ça. Je dois encore, Nima, me pincer et me demander comment j'ai pu me retrouver sur cette ligne temporelle. C'est comme si la possibilité la plus stupide de toutes était devenue réalité. The dumbest of the possibilities just became real. Yeah, exactly. Alex, Exactement. Alex, les États arabes ont appelé Vladimir Poutine à agir. Il semble qu'ils se sentent trahis par les États-Unis, et c'est pourquoi ils cherchent une alternative. Comment voyez-vous la région, les changements qui s'y produisent, non pas physiquement en ce moment, mais dans l'esprit de ces dirigeants arabes d'Asie occidentale et du Golfe Persique? West Asia, in the Persian Gulf. Eh bien, je pense que leur principale préoccupation est de rester au pouvoir. Ils ont besoin du prochain protecteur. La Russie va-t-elle être leur protecteur? Je ne sais pas. Je ne le vois pas. L'Iran pourrait devenir leur prochain protecteur, mais ce sera selon les conditions de l'Iran. Et n'oublions pas l'Irak. Let's not forget, Iran is the most powerful presence, L'Iran est la présence la plus puissante, la force la plus puissante en Irak. Et puis, vous savez, le Hezbollah n'a jamais disparu. Nous savons qu'une partie de l'armée arabe syrienne ne s'est pas effondrée en 2024 lorsque le gouvernement de Bachar al-Assad est tombé. Certaines unités de l'armée syrienne sont passées en Irak. Elles sont toujours là. Elles ne se sont pas simplement volatilisées, n'est-ce pas? Le Hezbollah est intact. Je pense que cette période pourrait créer un vide de pouvoir en Asie occidentale et qu'elle pourrait offrir à l'Iran l'occasion de s'imposer comme la puissance régionale incontestée. Ce pourrait même être une forme de retour de l'Empire perse. Qui sait? Alex, je pense que les problèmes des États-Unis avec l'agenda israélien au Moyen-Orient ne s'arrêtent pas à l'Iran. Israël veut aussi se battre avec la Turquie. Il y a 2 jours, Naftali Bennett a encore pris la parole, et tu sais, c'est un peu le chaos. Le pays est en train d'être détruit par des missiles iraniens, et on veut en plus provoquer la Turquie. Voici ce qu'a dit Naftali Bennett. Je vous ai demandé s'il existait un risque de nouvelle confrontation avec la Turquie, en me basant sur les commentaires que vous avez faits par le passé. Eh bien, nous devons nous assurer qu'Erdogan ne crée pas une nouvelle alliance de l'islam sunnite radical, un axe entre lui-même, Jolani, le Qatar et le Hamas. Depuis des décennies, nous faisons face à l'islam chiite radical. Et j'espère que la Turquie ne choisira pas d'attiser le terrorisme et l'islamisme dans sa sphère d'influence. En fin de compte, c'est à la Turquie de décider. S'ils recherchent la paix, nous voulons clairement la paix. Mais s'ils essayent de nous encercler par le terrorisme, nous ne resterons pas les bras croisés. Je pense que tu te souviens de ce qu'a dit Tom Barak, l'envoyé américain en Turquie. Nous ne pouvons pas combattre tous ces musulmans partout dans le monde, car il doit y avoir une forme de compréhension. Cela ne semble pas être le cas lorsqu'il s'agit du gouvernement israélien. Ils veulent se battre aux côtés des États-Unis jusqu'au dernier moment de cet empire. Littéralement, le projet britannique est en train de faire tomber l'empire américain. Et ils ont déjà fait la même chose auparavant. L'expérience suisse même. Imagine, Alex, l'Empire britannique se rendant en Inde, par exemple, un pays comme l'Inde. Pour moi, c'est la même chose avec les bases américaines aujourd'hui.
Les bases américaines au Moyen-Orient, certaines des plus cruciales, ont été inutiles pendant la guerre. Elles ont été détruites pendant la guerre. Et Israël fait tout pour affaiblir le pouvoir restant des États-Unis, pour provoquer ce dont beaucoup de gens parlent déjà, que cette trajectoire mène à l'effondrement de l'Empire américain. En fait, Nima, je trouve que ce que tu soulèves est extrêmement intéressant. Et j'y ai moi-même réfléchi. En fin de compte, l'issue de cette manœuvre que Trump a tentée à l'égard de l'Iran va aboutir à l'expulsion des intérêts occidentaux d'Asie occidentale, très probablement à l'effondrement et à la disparition d'Israël, et très probablement à des réformes radicales de toutes ces monarchies du Golfe. Peut-être des révolutions. Peut-être leur disparition également. Ensuite, une sorte d'isolement des États-Unis aussi. Mais un autre effet sera l'effondrement économique de l'Europe, car l'Europe, parmi tous les acteurs concernés, est la plus dépendante du Moyen-Orient pour l'énergie, pour des produits comme les matières premières chimiques, pour l'agriculture, comment dire, les engrais azotés, et ainsi de suite. Et ils ont déjà détruit leur production d'énergie. Ils ont fermé leurs centrales à charbon et leurs centrales nucléaires. Ils ont détruit leurs relations avec la Russie, donc ils ne reçoivent plus de pétrole ni de gaz de Russie. Ou, enfin, ils en obtiennent indirectement à des prix extrêmement gonflés. Et vous savez, ils reçoivent quelque chose des États-Unis, mais c'est très cher, et cela ne couvre pas la demande du marché. Ils ont également passé de nombreuses années à détruire l'industrie agricole. Je vis en France, et j'ai déjà remarqué au cours des dernières années que la disponibilité de produits de qualité dans les supermarchés français a diminué de façon drastique. C'est très très évident. Tu sais, c'est même pas subtil. Soudainement, d'accord, on a plein de malbouffe. Des aliments transformés à base de farine blanche, de sucre et de sirop de maïs, toutes sortes de variétés avec tel ou tel arôme. Mais les aliments de qualité, comme la bonne viande, le poisson, les œufs, et même certains types de fruits et légumes deviennent de moins en moins nombreux. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est moins de la moitié de ce que nous avions il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et maintenant, avec cette guerre, il faudra un certain temps pour que les effets se propagent sur le marché. Mais on pourrait finir par avoir des famines en Europe. Je pense qu'il ne faut pas exclure cette possibilité. Vous savez, malheureusement, la psychologie humaine fonctionne de telle manière que nous ne sommes pas sensibles aux menaces ou aux risques, à moins de les avoir vécus récemment, et qui nous est marqué émotionnellement. Ainsi, on voit des gens construire des maisons dans des zones de coulée de lave, au pied des volcans, parce qu'il n'y a peut-être pas eu d'activité volcanique depuis 30 ans. Les gens se disent, eh bien, nous n'avons jamais connu de coulée de lave, alors construisons ici. C'est un endroit agréable et peu cher. Et puis, vous savez, la lave arrive. Ce n'est qu'une fois que l'on ressent cette peur viscérale qu'on réagit. Mais aujourd'hui, cela fait 3 générations sans guerre. Nous n'avons connu aucune pénurie alimentaire. Nous n'avons connu aucune pénurie de pétrole ou d'énergie. Nous avons presque toujours bénéficié de conditions parfaites pour ancrer la complaisance dans nos mentalités. Je pense donc que l'Europe est extrêmement vulnérable à ce stade. Et, eh bien, cette crise, lorsqu'elle surviendra, lorsqu'elle nous frappera de plein fouet, va imposer des réformes et des changements. Nous en reviendrons alors à la nécessité de transformer complètement l'architecture de sécurité et les relations mondiales sur le continent eurasien dans un avenir proche. Et on ne pourrait pas discuter de cela avec Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz et Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Mais si nous connaissons une révolution, si nous connaissons la fin,
Si nous traversons une profonde crise économique, alors nul ne peut dire où cela nous mènera. Then there's no telling where it will go. But it will probably have to go. Mais il faudra probablement aller dans une direction dictée par les seules puissances qui comptent, et ce sont la Russie, la Chine, l'Iran et les États-Unis. Et les États-Unis, Dieu seul le sait. Vous savez, Trump, je pense que c'est fini pour lui. Je ne vois pas comment il pourrait gagner les élections de mi-mandat. Mais qui sait? Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas si J.D. Vance sera capable de remporter les élections présidentielles dans 3 ans. C'est désormais incertain. Alors, qui sait qui sera à la Maison-Blanche dans 3 ans? Mais sur le continent eurasien, ce sont la Russie, la Chine et l'Iran. Et je pense qu'à la fin, tout le monde, y compris les pays européens, devra faire la paix avec les nouvelles réalités. Certains pays s'orientent déjà dans cette direction, tu sais, comme la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. La Roumanie pourrait aussi se joindre au mouvement, car le gouvernement actuel n'a aucune légitimité et ne survivra probablement pas longtemps. Le gouvernement allemand dirigé par Friedrich Merz pourrait lui aussi ne pas durer. La France est sur le point de connaître une guerre civile ou une révolution, tout comme la Grande-Bretagne. Nous en parlons depuis longtemps, Nima. Nous sommes à un tournant où 500 ans d'histoire sont en train de se transformer en quelque chose de différent. Et je pense que nous voyons cela se produire maintenant. Je crois que le 28 février a été le catalyseur qui va tout accélérer. Merci beaucoup, Alex Kiner, d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir, Nima. Merci de m'avoir invité et à la prochaine. À bientôt, Alex. Au revoir. Alex, bye-bye.